Il paraît que c'est moi qui ouvre, donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, hein, parce que je pense que c'est pas ce que je vais dire que vous attendez, c'est plutôt tout ce que nous a préparé Hugo et bien sûr Sarah qui est à côté de moi. Bon. Vous êtes levé tôt hein, pour venir, hein, c'est bien. Mesdames et messieurs, chers amis, à Cabreton, il y a un mystère qui nous relie tous. Un géant silencieux, creusé dans les profondeurs. C'est le gouffre. Au corps de notre identité, source d'inspiration, il continue à nourrir notre imaginaire, mais aussi, Sarah, notre fierté. Être, pas cité marine, mais cité du gouffre, c'est bien plus qu'un slogan, c'est une manière d'affirmer qui nous sommes. Un peuple tourné vers l'océan, attaché à ce patrimoine, ancré à la fois dans la mer et dans le cœur des Cabretonnais. Pour cette 6e édition de la Journée du Gouffre, nous reparlons une nouvelle fois du large, du grand large. Canyon d'ici, canyon d'ailleurs, expédition scientifique, rencontres citoyennes et culturelles. Aujourd'hui, un peu plus fort, Cabreton vit au rythme de l'océan avec un seul mot, partager. Nous en sommes tous convaincus. La connaissance et la beauté de l'océan, c'est les meilleurs alliés de sa protection. Plus on le comprend, plus on l'aime. Et plus on l'aime, mieux on le défend. Autour du casino, le village du Gouffre vous invite à prolonger cette immersion. Il ne faudra pas partir rapidement, il faudra faire un petit tour dans ce village. Des animations, des associations engagées, un espace convivial pour se retrouver et même une restauration durable pensée par les élèves du lycée d'Armenté. Bravo à eux. Tout ici inspire la passion, la générosité, le respect de la mer. Et puis, il y a un lien fort qui nous unit à d'autres cités océanes, notamment à notre jumelle Nazaré, au Portugal. Comme nous, elle partage cette volonté, mieux connaître l'océan, l'honorer et le faire vibrer. Je tiens ici à remercier João Vitorano de l'Institut hydrographique de Nazaré qui est présent aujourd'hui et qui surtout nous êtes fidèles depuis le début. Merci, João. Et bien sûr, merci Hugo. Cher Hugo Verlhomme, depuis 10 ans, de nous faire vivre cette idée, ce moment de fierté avec les Journées du Gouffre. Évidemment, je pense, ces Journées du Gouffre. Et évidemment, je pense aux services qui sont là, qui sont dans l'ombre et qui, avec dénouement et cœur, animent cette Journée du Gouffre. Alors, ensemble, affirmons-le haut et fort, le souffle océan, c'est aussi le nôtre. Et il nous revient de le préserver, la force, la beauté et la magie. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, et belle plongée dans le gouffre de Cabreton et toutes les abîmes que Hugo va nous présenter. Merci à vous. Sarah, un petit mot? Allez, à toi Sarah.
Je vous remercie, monsieur le maire. Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus nombreux en ce dimanche ensoleillé. Alors, toute l'année, monsieur le maire l'a dit, le gouffre, il est dehors, à bout de brasse. Mais aujourd'hui, il est également dans cette salle. Comme tous les 2 ans, monsieur le maire vous l'a dit, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette journée du gouffre. C'est la 6e déjà, et les journées du gouffre ont 10 ans. Cette journée elle est organisée par la Maison de l'Oralité et du Patrimoine de la ville de Cabreton. Elle est animée, merveilleusement bien animée, même s'il ne m'écoute pas, par monsieur Hugo Verlhomme. Alors, l'objectif de la ville de Cabreton et de monsieur le maire, en proposant cet événement, c'est d'offrir un moment grand public, associant conférences et animations, pour faire connaître cet incroyable canyon sous-marin. Vous l'avez vu dans le programme, et vous les avez sans doute vus en traversant l'Esplanade de la Liberté, de nombreux stands seront présents tout au long de la journée pour vous proposer des ateliers, des animations, des expositions et même, monsieur le maire vous l'a dit, des dégustations. Alors vous y retrouverez Géraldine et Faustine de la Maison de l'Oralité et du Patrimoine qui vous présenteront tous les produits dérivés de la ville autour du gouffre. Vous pourrez aussi retrouver 2 agents de la ville de Cabreton avec lesquels vous pourrez échanger autour de la stratégie littorale et de l'environnement. Vous pourrez retrouver aussi l'association Cap Gouffre Exploration qui interviendra tout à l'heure. Vous avez aussi une exposition photo de l'association Itsa Sarima. L'association Les Voiles sans Mêle vous proposera un atelier créatif à partir de 14h. On retrouvera aussi la librairie cabretonnaise Le Vent Délire, la SNSM et l'association Water Family, qui, elle, vous proposera un petit jeu. Monsieur le maire vous l'a dit tout à l'heure, les élèves de terminale du lycée Louis d'Armenté vous ont concocté quelques-unes de leurs recettes et vous régaleront tout au long de la journée. Pardon. Vous pourrez également découvrir une de nos propositions de la saison culturelle. C'est un mini-théâtre de marionnettes proposé par la compagnie Manœuvre à partir de 14h. Alors, vous le verrez, le dispositif, il est insolite. Vous y retrouverez Monsieur Jean, un caisson étanche et un poulpe. Donc, n'hésitez pas à aller les rencontrer, et que vous soyez petit ou grand d'ailleurs. Et enfin, nous accompagnons une étudiante en design autour de son projet Le Gouffre à portée de main. Alors, allez à sa rencontre, elle s'appelle Lorraine, et vous pourrez participer à un voyage dans le gouffre. Venez le voir, l'écouter et le toucher, et je ne vous en dis pas plus. Comme l'a évoqué monsieur le maire, notre jumelage avec la ville de Nazaré et la récente nouvelle expédition de cet été nous donne une nouvelle impulsion à l'exploration du gouffre, et vous pourrez en découvrir la restitution tout à l'heure lors de la conférence autour du canyon de Nazaré. Alors j'insiste toutefois sur le fait que la valorisation du gouffre, ce n'est pas simplement ces journées biannuelles. Tout au long de l'année, le public et les scolaires bénéficient de conférences, de rencontres, d'expositions, de films sur des thématiques liées à l'océan. Et en 2025-2026, on retrouve au programme dès demain une rencontre entre les CM2 de l'école élémentaire Saint-Exupéry et un des parrains du gouffre, M. Jean-François Bourrier. Vous avez aussi 2 conférences à suivre en décembre et en février. 3 même, pardon, excusez-moi. En décembre, en février et au mois d'avril. Alors n'hésitez surtout pas, vous retrouverez tout dans le programme de la saison, vous retrouvez tout sur le site internet de la ville et sur les réseaux sociaux. Et avant de leur laisser la place, je tiens moi aussi à remercier, au nom de monsieur le maire et de la ville de Cabreton, monsieur Hugo Verlhomme, qui ne m'écoute toujours pas. Merci. Ah d'accord. L'ensemble des intervenants, des établissements, des commerces et associations qui ont répondu présents à notre invitation et à celle de Hugo. Et enfin, pour conclure, alors je ne sais pas si vous le savez, mais en 2025, la France célèbre l'année de la mer. C'est une initiative d'envergure nationale et qui vise à mettre en valeur la richesse de notre domaine maritime. Et la ville de Cabreton a soumis la candidature des Journées du Gouffre pour l'obtention d'une labellisation La Mer en commun. Et nous avons été informés au tout début du mois d'octobre que le comité de labellisation avait émis un avis favorable. Donc cette Journée du Gouffre, elle intègre donc l'ensemble des actions valorisées au niveau national dans le cadre de l'année de la mer. Donc merci à tous ceux qui ont participé à la reconnaissance nationale de cette journée, de notre gouffre, et merci à vous, cher public, d'être à chaque fois plus nombreux à venir découvrir ou redécouvrir cette merveille de notre océan. Je vous remercie et je laisse la parole à Hugo. Vous pouvez applaudir, vous savez tout. Hein. Il n'a plus rien à dire, Hugo. Hugo n'a plus rien à dire. C'est pas vrai, c'est pas vrai. À toi, Hugo, merci. C'est vrai, là, tu as tout dit. Eh bien, bonjour, une fois de plus, au public du gouffre.
pour moi, je me suis rendu compte en faisant cette 6e journée du gouffre que ça faisait 10 ans. Ce sont les 10 ans de la journée du gouffre aujourd'hui. Donc voilà, on peut souffler une belle petite bougie des profondeurs. On a un très beau programme aujourd'hui, on peut le dire franchement, sur les abysses, parce qu'en fait, c'est vraiment l'enjeu planétaire dont on n'a pas conscience. On vit, nous, sur 29% de la planète, c'est-à-dire les terres émergées, d'où il faut retirer les déserts, les glaces, etc. Donc nous, les humains, on doit vivre sur 25-27% de la planète. Quelque part, ça paraît débile que tout le reste, on ne s'en occupe pas et on le laisse être ravagé ou détruit comme ce qui se passe dans les fonds marins. C'est une urgence vraiment planétaire. Les fonds marins, ce n'est pas juste un délire de biologiste pour sauver un petit ver, même si c'est une bonne idée. Voilà, donc les abysses, ça m'a paru vraiment une grande urgence. Et qu'est-ce que c'est que le canyon ? Le canyon, le gouffre, c'est un trait d'union entre la terre et les profondeurs. Puisque vous savez que, il faut le rappeler quand même à chaque fois, la caractéristique du gouffre de Cabreton, contrairement aux autres canyons de la planète, c'est qu'il est relié au littoral. Il est tout près du bord. Il était relié du temps de l'Adour. Ce n'est pas l'Adour qui a creusé le canyon, mais c'est l'Adour qui a choisi cet endroit formidable pour aller se déverser dans le temps passé. Donc il n'y a pas meilleur lien que le canyon pour les profondeurs. Les abysses nous concernent vraiment ici, puisque ce canyon qui fait 300 km de long et qui finit dans la plaine abyssale du golfe de Gascogne par 4800 mètres, voilà, c'est vraiment le lien particulier, alors que tout le reste du plateau landais, ben voilà, c'est le plateau landais. Ici, on a cette espèce d'autoroute qui nous mène aux abysses. Donc je me suis dit que c'était vraiment un bon sujet. On a des gens formidables pour nous en parler. Je suis très fier de notre panel d'invités aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vous remercier comme l'ont fait Sarah et Monsieur le maire. Je vous annonce aussi, vous le savez sans doute puisque ça a été placardé, un petit changement de programme dans la mesure où Claire Nouvian n'a pas pu être là ce matin, mais par contre, elle sera là cet après-midi. Alors pourquoi j'ai invité Claire Nouvian ? D'abord parce que je la connais depuis longtemps. Elle était invitée à la première journée du gouffre et au dernier moment, elle n'a pas pu venir. Mais surtout parce que cette femme qui défend l'océan Mordicus avec beaucoup d'acharnement, eh bien, elle était journaliste. À un moment, elle est allée à Monterey comme journaliste pour faire un documentaire ou un article. Et puis ça, c'était il y a une vingtaine d'années, je crois. Et à Monterey, on lui a montré les images. Alors, Monterey, je fais un petit stop. Monterey, c'est en Californie. Et c'est le premier, Hervé Gillet nous en parlera, mais je crois que c'est un des premiers canyons sous-marins à avoir été identifié, cartographié. Et en tout cas, Monterey, évidemment, eh bien, c'est un canyon du type gouffre, parce qu'on les appelle comme ça sur le plan géologique. Les rares canyons qui commencent près du bord, ce sont des canyons du type gouffre de Cabreton. Donc on est quand même connu dans le monde entier à cause de ça. Et donc Claire a eu, quand elle a vu les créatures des abysses à Monterey qu'on lui montrait, elle a eu un choc énorme qui a changé sa vie. Et elle s'est dit, mais s'il y a des créatures comme ça dans les abysses, moi, je vais m'occuper de défendre l'océan. Ça a commencé comme ça, elle vous le racontera sans doute, puisqu'elle vient cet après-midi. Et donc l'idée, c'était voilà, qu'elle vous parle de cette révélation qu'elle a eue à Monterey, pour qu'après, on puisse mieux comprendre sur le plan géologique une petite comparaison que va nous faire Hervé Gillet dans quelques secondes. Minutes, en tout cas, à propos de ce canyon qui est un canyon frère, celui de Monterey, qui commence tout près du bord. Lui aussi avait un fleuve qui était relié à lui, qui s'appelle la rivière Salinas. Donc c'est toujours un peu les mêmes choses. Bon, il a des différences, bien sûr, par rapport au nôtre. Il est très étudié, et c'est un des plus connus, je dirais, avec Nazaré et le Gouffre. Voilà, et donc Monterey avait vraiment sa place. Donc Claire n'est pas là, mais elle nous a laissé une petite vidéo qu'on va vous passer dans une minute, quand on sera retourné s'asseoir. Et après Claire, eh bien, Hervé Gillet viendra vous parler de son travail sur le gouffre de Cabreton, qu'il fait régulièrement. C'est la personne aujourd'hui qui a le plus l'œil sur la tête du canyon. Et il vous parlera un petit peu de Monterey. Donc voilà. Je vous laisse avec Claire qui nous a fait un message de 2 minutes pour s'excuser de ne pas pouvoir être là. Et encore une fois, elle sera là cet après-midi à 16h30 pour la dernière partie de l'après-midi où il y aura donc elle, Leslie Bisset qui est là et Bill François qui sera là tout à l'heure. Et en première partie, nous aurons monsieur Olivier Lascar qui a fait tout un travail, un livre sur les abysses.
et Marjolaine Matabos d'Ifremer Brest, qui est spécialiste des milieux profonds et qui est en plus une landaise. Voilà. Sans oublier évidemment notre grand parrain, sans qui rien de tout ce qu'on a fait ici n'aurait été possible, il faut quand même le redire, qui est Jean-François Bourriet d'Ifremer, que j'ai un jour appelé en 2005, je faisais un article sur... j'habitais pas loin d'ici, et je passais tout le temps devant la rue du Gouffre, et j'entendais les gens dire Gouffre, Gouffre, Gouffre. Mais en 2005, personne à Cabreton, de tous les gens que j'ai interrogés, n'a prononcé le mot canyon. Personne n'avait conscience que c'était un canyon. Et moi, je voulais faire un article là-dessus, donc j'ai appelé diverses personnes, etc. Et enfin, un jour, je suis tombé sur Jean-François Bourriet, et là, ça a été mon sauveur, parce que voilà, il m'a ouvert toutes les portes. C'est lui qui nous parraine depuis le début, et voilà, il est fidèle, comme toujours, et je tiens à le remercier en particulier. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture, mais je serai là pour la fermeture de cette belle journée. Une journée qui célèbre un canyon sous-marin et un canyon, évidemment, c'est un lieu de merveille. Moi, je suis tombée amoureuse du canyon de Monterey en Californie il y a plusieurs années. Ça a vraiment déterminé toute ma vie, en fait, puisqu'à partir de ce merveilleux canyon profond de 4000 mètres, je suis tombée dans la soupe des abysses, de l'amour des animaux, de la faune sauvage, etc. Et je pense que voilà, on est trop peu nombreux à être amoureux des canyons sous-marins, à avoir compris que ces anomalies géologiques incroyables donnaient lieu à une biodiversité, à une organisation de la vie, de la chimie, des flux qui faisaient qu'on est dans des zones d'exception d'un point de vue du vivant sous-marin et des oiseaux marins, etc. Et évidemment des logiques économiques qui peuvent s'organiser autour de ça, notamment le tourisme. Nous sommes peu nombreux et nombreuses aujourd'hui à connaître l'existence d'un canyon sous-marin avec le gouffre de Cabreton et même de l'existence des canyons. Je pense que l'objectif, c'est évidemment de faire en sorte que tout le monde connaisse l'existence de ce canyon, que tout le monde connaisse en France l'existence de cette merveille géologique et biologique. Donc voilà, je pense que ce sont des choses qu'on pourra discuter ensemble. À mon avis, si on testait les Français, ils seraient vraiment, d'ailleurs même pas représentatifs dans un sondage national par rapport à la connaissance de l'existence du gouffre. Faisons en sorte que ce soit plus le cas d'ici quelques années et qu'en effet, le niveau de protection soit exactement celui qu'il nous faudrait pour cette incroyable chose qu'on a le long de notre littoral. Donc je vous dis à tout à l'heure, à ce soir. Profitez bien des échanges entre scientifiques, plongeurs, amateurs, professionnels de la photographie, amoureux de la nature, pour voilà, vous déterminer, pour faire en sorte qu'on puisse fêter tous ensemble ce qu'il reste de la vie dans l'eau et sur Terre et qu'on la protège à la hauteur des enjeux dans un contexte de changement climatique qui va évidemment s'accélérant, comme chacun sait, malheureusement. Donc à tout à l'heure, passez une très belle journée et je vous dis à ce soir. Bien, bonjour. Alors, moi je suis Hervé Gillet, je me présenterai rapidement, je suis maître de conférence à l'université de Bordeaux. J'ai un parcours qu'on peut qualifier d'atlantique puisque je suis toujours resté à moins de 100 km, moins de 50 km des bords de l'océan. Je suis né, j'ai grandi à La Rochelle, j'ai commencé mes études à La Rochelle, puis je suis monté très haut là-haut, dans cette péninsule qui s'avance dans l'Atlantique, à Brest, où j'ai fait ma thèse dans les années 2000 à l'Ifremer. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Jean-François. Et puis depuis 2006, je suis basé à Bordeaux, à l'université de Bordeaux. Et c'est dans ces années-là en fait que j'ai pris la suite d'un
d'un collègue qu'on aimerait bien inviter, qu'on aimerait bien qu'il vienne, qui est venu chez moi samedi dernier, qui est Pierre Sirac, qui est une des premières personnes qui a travaillé sur le canyon de Cap-Breton. Mais bon, il est toujours aussi résistant à venir, hein. Il a son petit caractère, il est basque. Et donc moi, j'ai pris sa suite, voilà, j'ai hérité de ce formidable sujet d'étude qu'est le canyon de Cap-Breton. Alors, comme l'a dit Hugo, en fait, moi, je vais vous présenter dans une deuxième partie de ce que je vais vous montrer les études que je fais depuis ces années, hein, depuis les années 2008 environ, sur ce canyon de Cap-Breton et en particulier la tête. Mais avant ça, Hugo, il m'a demandé, en fait, dans la mesure du possible, de vous présenter un petit peu le canyon de Monterey, que je ne connaissais pas tant que ça, juste de réputation, on va dire. Donc j'ai fait un peu de travail. Tu m'as donné du travail, Hugo. Mais c'était avec plaisir, j'ai appris plein de choses. Et puis, donc je vais vous présenter ça pour commencer. Ce canyon de Monterey, les points communs, les petites différences qu'il peut y avoir avec le gouffre de Cap-Breton. Et puis je tenais aussi, moi aussi, à remercier, parce que quand j'arrive ici, j'entends toujours « on est très content de te recevoir, Hervé, c'est sympa d'être venu ». Mais moi, je vous retourne le compliment. Nous, on est toujours ravis de venir ici à Cap-Breton, on est toujours super bien accueillis. Et puis, on voit la salle qui est remplie. On voit que tous ces sujets, ça vous passionne. Donc, moi, je viens toujours ici avec un très, très grand plaisir. Alors, canyon sous-marin, Monterey, Cap-Breton. Mais très bien, mais on peut se demander d'abord, c'est quoi en fait un canyon sous-marin? Je ne sais pas si ça fonctionne là, ce petit bazar. Ah oui, c'est peut-être pas allumé. Et donc, ce que je vous propose d'aller voir, on va directement aller justement du côté de la Californie, qui est un très très bon exemple en fait de ce qui se passe sur les bords d'un continent. Alors ici, voilà, on a Monterey et puis sa baie, San Francisco est quelque part là-bas et quelque part ici là. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est vraiment très représentatif d'un bord de continent, son contact avec l'océan. Géomorphologiquement, hein, ce qu'on voit, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le plateau continental, qui est une zone peu profonde, là, qui est la prolongation du continent en mer, on va dire, avec des profondeurs qui vont de 0 à la plage jusqu'à environ 150-200 mètres de profondeur. Et puis, beaucoup plus loin, ce qui va vraiment vous être présenté, je pense, cet après-midi, c'est la zone abyssale avec toute la vie particulière qui pourra vous être présentée là-dedans. Et globalement, hein, là en l'occurrence, c'est le cas pour le golfe de Gascogne et puis ici, au large de la Californie, on a une plaine abyssale qui a environ 4000 mètres de profondeur. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle la pente continentale ou le talus. Donc on imagine souvent ça comme étant une pente assez abrupte, mais en fait, en réalité, ça ne l'est pas vraiment. Donc on a une pente, mais qui passe quand même de 200 mètres jusqu'à moins 4000 mètres, et qui a la particularité, généralement, sur toutes les pentes de la planète, d'être entaillées de vallées sous-marines qu'on appelle les canyons sous-marins. Donc les canyons sous-marins, c'est ça, ce sont ces vallées qui entaillent ce rebord de plateau, et donc qui globalement passent de 200 mètres de profondeur jusqu'à plus de 4000 mètres. Alors comment ça fonctionne ces canyons, hein? Faut savoir que c'est pas creusé, hein, comme l'a dit Hugo, c'est pas creusé par des rivières. Ces canyons, en fait, ils sont modelés par ce qu'on appelle des turbidites, des courants de turbidité qu'on peut traduire comme étant des avalanches sous-marines, hein. C'est assez analogue à ça. Alors ces canyons, ils sont présents sur tous les bords de toutes les pentes continentales. Et en fait, nous, en tant que géologues, ils nous intéressent particulièrement parce que ce sont des conduits qui vont permettre de transférer les sédiments depuis les continents vers les plaines abyssales. Comme le disait Hugo, c'est le lien vraiment terre-mer, ces canyons. Alors, une avalanche sous-marine, qu'est-ce que c'est? Je vais vous en montrer une petite vidéo. Avant ça, effectivement, on peut aussi dire deux mots sur qu'est-ce qui fait suite en fait, à un canyon sous-marin. Généralement, les grands canyons, hein, les plus grands, et notamment les gouffres, hein, ils débouchent sur un espèce de delta sous-marin qui va se mettre en place à la sortie du canyon, qu'on appelle, nous, des éventails turbiditiques profonds, mais nous, ici, aujourd'hui, on pourra appeler ça comme des deltas sous-marins, donc la zone terminale d'épandage des sédiments venant des continents. Alors, ici, une petite vidéo d'analogue, hein, d'une avalanche sous-marine qui est reproduite ici dans un aquarium, okay, pour vous donner un peu une idée de comment ça fonctionne.
Donc là, on voit très très bien l'avalanche qui est confinée dans un couloir qui représente le canyon. Et puis on voit que quand l'avalanche arrive en pied de pente, et bien, effectivement, elle s'étale. Et c'est là qu'elle va déposer ces sédiments qui ont été remis aux suspensions par cette avalanche. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors ici, vous voyez, le phénomène est très rapide, mais en fait, dans la nature, ces avalanches sous-marines, ces turbidites, elles se produisent en quelques heures, quelques jours, voire en fait l'écoulement. Là, il est instantané, quasiment, mais l'écoulement, en fait, il peut alimenter et durer jusqu'à une semaine. On a mesuré des avalanches qui durent comme ça plus d'une semaine. Bon, c'est quand même des événements très très rapides à l'échelle des temps géologiques. Alors, il y a des auteurs qui ont proposé dans les années 2010, Harris et Whiteaway, de faire une petite classification des canyons. Et ils ont classé ça en 3 types. Les canyons de type 1, qui sont ce que vous voyez là, les canyons qui restent confinés à la pente. Les canyons de type 2, qui sont ceux qui entaillent un peu le rebord de plateau. Et puis ceux qui nous intéressent aujourd'hui, canyons de type 1, qui sont les canyons qui incisent le plateau tellement profondément que ça rejoint la côte. Et en fait, il s'avère que généralement, ce type de canyon-là, au moins géologiquement, ils sont reliés à un fleuve. On va le voir, ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, il y a un fleuve qui est connecté à ce canyon. Et c'est ça qu'on appelle les canyons de type gouffre, avec l'archétype que vous connaissez très bien ici, qui est le gouffre de Cap-Breton, qui est vraiment un canyon pas comme les autres. Là, on voit, tout ça, c'est le golfe de Gascogne. Là, je ne sais pas, pour vous placer un petit peu, vous voyez, on a Arcachon, Cap-Breton, Bayonne, voilà, Bilbao, les Pyrénées, le golfe de Gascogne. Donc, on reconnaît ce que je vous ai décrit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire un plateau continental, une plaine abyssale, avec ici, dans le golfe de Gascogne, une particularité, on a ce plateau qui porte votre nom, là, le plateau marginal landais, qui est une petite bizarrerie géologique et structurale dans le golfe de Gascogne. Alors on retrouve des plateaux de type 3 là, ou de type 2 qui est en taille, donc qu'on retrouve partout. Et on voit très très bien que ce canyon-là, qui est le nôtre, là, le canyon de Cap-Breton, le gouffre, il ne ressemble pas du tout aux autres canyons. C'est quelque chose qui est énorme. C'est un des plus grands canyons au monde. Il commence à 10 mètres de profondeur. Il s'écoule sur 300 mètres, finit à 4000 mètres. Et en fait, ce que je vous propose, c'est d'aller voir quels vont être les points communs de ce canyon avec celui de Monterrey. Avant ça, je vous montre cette petite image qui fait toujours son petit effet ici. Quand Hugo il dit que quand il parle du gouffre, on ne sait pas ce que c'est. Ben voilà ce que c'est. C'est cet énorme amphithéâtre là qui commence seulement à 300 mètres de votre plage. Nous, on est ici au casino. Et vous avez ici quelque chose qui commence donc à 10 mètres de fond et qui seulement au bout d'1 kilomètre est déjà à plus de 100 mètres de profondeur. Alors des gouffres, en fait, dans le monde, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le fameux gouffre de Nazaré dont va nous parler Joao tout à l'heure. Donc j'en dis pas plus sur ce canyon. Il y en a quelques autres qui sont connus, notamment ici, vous voyez, en Afrique, dans le golfe de Guinée, mais qui sont, alors pour un qui est très très peu documenté, qui est le canyon du Trou sans fond au large d'Abidjan. Voilà la seule carte que j'ai à vous montrer, donc il est très très peu connu, très peu cartographié. Et au contraire, un autre qui est probablement un des autres canyons les plus étudiés au monde, qui est le canyon du Congo. Alors lui, c'est vraiment une bête, c'est un monstre. Il entaille le canyon là, sur plus de 100 km et c'est même le seul, à ma connaissance, qui entaille tellement en fait, le plateau continental qu'il remonte jusque dans l'estuaire du fleuve. Donc celui-ci aussi très très étudié. Et puis on vient à ce fameux canyon de Monterrey, donc en Californie, et qui, comme on le voit lui aussi, très, très similaire au canyon de Cap-Breton, remonte jusqu'à la côte et remonte jusqu'à un petit village, enfin une petite localité, là on va voir, là, qui n'est pas Monterrey en fait, là, contrairement à ce que laisse supposer la carte de Google Earth, parce que Monterrey est ici, là. La ville de Monterrey en Californie est sur la partie sud de la baie. Alors le voilà, ce canyon de Monterrey. Donc avec ici, vous voyez les lignes de profondeur, là, les courbes de niveau. Donc vous voyez ici, on est à peu près à 3000 mètres, ici 3500 mètres de profondeur. Alors on peut subdiviser ce canyon de Monterrey en 2 parties. Cette partie haute, là, qui va être dominée par des processus érosifs, et puis la partie basse du système, qui va plutôt être dominée par des processus de dépôt. Donc en fait, quand on parle du canyon de Monterrey, en fait, ça correspond
vraiment plutôt à la partie haute. Et même là, ici, si on a un chenal, c'est plus vraiment ce qu'on appelle un canyon dans cette partie-là. Alors, comme le canyon de Cap-Breton, le canyon de Monterey, il commence à environ 10 mètres de profondeur. On verra un peu plus près de la côte encore que le nôtre. Il est un peu plus court, il s'écoule sur 130 km. Je vous rappelle, plus de 300 km pour Cap-Breton. Et puis il finit, voilà, alors dans sa partie vraiment canyon, il finit à 3300 mètres, mais si on considère le chenal qui continue, en fait, lui aussi, il va s'écouler jusqu'à plus de 4000 mètres de profondeur. Alors, on s'approche un peu de géographie. Donc, la petite localité là, à laquelle la tête de canyon vient se connecter, en fait, ce n'est pas Monterey, mais c'est une petite localité qui s'appelle Moss Landing. Monterey est ici. Et puis, il y a une autre petite ville dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il y a un fameux acteur qui est Clint Eastwood, qui a été maire assez longtemps de cette ville, qui est Carmel, et qui a donné son nom à un canyon adjacent, qui est le Carmel Canyon. Et on voit que le canyon de Monterey, il a la particularité d'avoir 2 canyons adjacents, le Soquel Canyon et le Carmel Canyon. On parlera un petit peu du Carmel Canyon tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que ce canyon de Monterey est si célèbre ? On peut se demander. Alors, peut-être pour les plus anciens d'entre vous, vous connaissez la référence Zorro, dont l'intrigue se déroule justement dans la Californie espagnole et notamment aux alentours de la localité de Monterey, qui, il faut le savoir, à l'époque était la capitale de la Californie espagnole pendant 72 ans. Bon, ce n'est pas Zorro qui a rendu le canyon de Monterey célèbre, c'est un autre institut que vous connaissez peut-être si vous avez voyagé, qui est un des plus fameux et un des plus grands et un des plus visités des aquariums au monde, qui est l'aquarium de Monterey, qui a la particularité en fait de présenter quasiment exclusivement des espèces qui sont propres en fait à cette baie. Assez bizarrement en fait, bien qu'on soit en Californie, en fait, il faut savoir que les eaux californiennes sont assez froides. Donc toutes les espèces en fait qui sont présentées dans cet aquarium sont plutôt des espèces. Voilà, vous avez des forêts de kelp là qui sont présentées, des bancs de sardines. Ça, à ma connaissance, je pense que c'est le seul aquarium qui a réussi à mettre en boîte, une grande boîte, un banc de sardines. Et d'ailleurs, l'aquarium de Monterey lui-même a été construit, faut le savoir, dans une ancienne conserverie de sardines. Et alors, en marge de cet aquarium de Monterey, il y a un autre institut qui nous intéresse, nous, ici, et qui est associé au canyon de Monterey. C'est le MBARI, donc le Monterey Bay Aquarium Research Institute, qui est un organisme de recherche consacré quasiment à 100% au canyon de Monterey, avec des outils et puis des moyens assez extraordinaires. Et puis toutes les images fameuses que vous avez pu voir des abysses, très généralement, elles viennent de cet institut-là. Je ne vais pas en dire plus parce que je pense que j'ai mes collègues biologistes qui montreront, j'imagine, pas mal d'images de ces bestioles qui vivent dans les grands fonds. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que j'ai qualifié ici le canyon de Monterey de frère gâté californien, parce que, en fait, Monterey Bay Aquarium et puis le MBARI, tout ça, c'est des organismes qui sont privés, qui ne sont pas du tout des organismes d'État. Et donc, ils sont financés par des fonds privés, notamment par des mécènes. Et pour la petite histoire, un des principaux mécènes qui est à l'origine du Monterey Bay Aquarium et puis du MBARI, c'est un certain David Packard. Alors, peut-être que ça ne vous dit rien. Mais si je vous parle de Hewlett Packard, ça vous parle peut-être un peu plus. Et pour les plus jeunes, c'est les initiales HP. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi, en fait, le MBARI a tous ces moyens qu'on n'a pas, nous, ici en France, bien qu'on ait l'Ifremer. Et puis, moi, à l'Université de Bordeaux, ça me fait rêver d'avoir des moyens comme ça. Alors, du coup, ça explique, en fait, que le canyon de Monterey est un des plus étudiés au monde, avec des approches diverses et variées. Tout ça est en plus mis à la disponibilité de tout le monde et du public gratuitement. D'ailleurs, les images que je vous montre là, je les ai récupérées comme ça sur Internet, en allant les chercher sur un serveur. Donc des approches physiques, chimiques, biologiques, géologiques sur ce canyon, avec un gros avantage, c'est qu'ils ont de tels moyens qu'en fait, ils peuvent quasiment envisager des sorties en bateau, quasiment quotidiennes, ou en tout cas hebdomadaires, sur le canyon. Bon, ce n'est pas des moyens qu'on a, nous, ici, à Cap-Breton. Alors, vraiment, l'approche du MBARI, elle est vraiment
elle est vraiment axée, c'est la partie, le travail le plus connu sur le canyon de Monterey. C'est toutes les plongées qui sont faites avec des roves et puis avec un travail axé beaucoup sur une approche biologique, écosystème, etc. Donc sûrement, vous avez peut-être déjà tous vu des images de ce type-là, de bestioles qui sont un peu flippantes pour certaines, des méduses extraordinaires, des poulpes à étudier dans leurs mouvements. Très très souvent, ces images, elles viennent de cet organisme-là, le MBARI. Alors, j'en dis pas plus, parce que c'est clairement pas ma spécialité, et puis je laisserai les gens dont c'est la spécialité aujourd'hui présenter ce genre, et puis commenter ce genre de vidéos et d'organismes. Alors, le frère californien, le canyon de Monterey, il présente, on va le voir, pas mal de points communs avec notre canyon de Cap-Breton, à commencer par sa partie la plus profonde, celle où je vous ai dit avec surtout des dépôts. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est quand il y a une avalanche sous-marine qui s'écoule dans ce genre de canyon, elle suit la sinuosité du canyon, elle prend les virages, et puis des fois, en fait, dans ces virages, du fait des forces centrifuges, et puis il peut y avoir aussi des courants marins, et puis d'autres forces, comme la force de Coriolis, qui vont s'appliquer à ces courants qui s'écoulent. Et très souvent, ces courants, ils débordent, ils s'échappent du chenal, et ça va construire ce qu'on appelle des levées de débordement. Donc il y en a dans le canyon de Monterey, et on aura un peu la même chose dans le canyon de Cap-Breton. Alors, ce que partagent aussi beaucoup de canyons sous-marins, c'est en plus de la vallée principale où s'écoulent les courants turbidiques, très souvent, en fait, on a des traces plus ou moins récentes de cicatrices de glissements sous-marins, donc des glissements de terrain, mais sous-marins, qui parfois, quand ils sont très gros, on dit qu'on les qualifie de tsunamigènes, puisqu'en fait, ils peuvent générer ces glissements des tsunamis. Si on regarde une coupe dans sa partie haute de ce canyon, voilà ce que ça représente. Vous avez ici, je vous donne l'échelle, globalement la vallée, là, elle fait à peu près 5 km de large, vous voyez, ça c'est des mètres, 5 000, 10 000. Et puis, ça c'est l'échelle verticale, qui est exagérée bien sûr, puisque là on va à peu près de moins 100 mètres jusqu'à moins 700 mètres. Donc une vallée là qui fait à peu près 5 km de large pour 600 mètres de profondeur. Et on verra, ça c'est très similaire au canyon de Cap-Breton. Alors dans le canyon de Cap-Breton, voilà, on retrouve ce phénomène commun, là, une levée de débordement qu'on a et qui est dans la partie aval du canyon de Cap-Breton. On retrouve aussi de très très nombreuses cicatrices de glissement, que ce soit ici, en fait il y en a une autre énorme là, que j'ai étudiée quand je suis arrivé à Bordeaux, qui est celle-là. Et puis si on fait une coupe dans la partie supérieure de ce canyon de Cap-Breton, en fait on aurait quasiment pu superposer cette coupe-là avec celle du canyon de Monterey. Morphologie très très similaire, vous voyez une vallée qui fait là un peu moins de 4 km de large, et puis en termes de profondeur, exactement la même gamme de hauteur, c'est-à-dire à peu près 600-700 mètres de hauteur dans cette partie très encaissée et très incisée du canyon de Cap-Breton. Donc beaucoup de points communs, mais aussi des différences, et notamment j'y reviendrai. Ça, c'est des objets qu'on n'a pas dans le canyon de Monterey. C'est ce qu'on appelle des sorties de fluide fossiles, enfin des traces sur le fond de la mer de sorties de fluide. Alors on verra, il y en a plusieurs sortes de ces traces de sorties de fluide. Ici, c'est ce qu'on appelle des pockmarks. C'est des petits cratères, en fait, qui correspondent à des sorties de... Souvent, c'est du méthane, en fait, du gaz qui sort sur le fond de la mer. Ce méthane était stocké dans le sédiment et il s'écoule. Alors, celles-ci, elles sont fossiles. On est au large là de Saint-Sébastien, et puis notamment sur cet interfluve là, cette zone un peu plus haute entre deux petits canyons adjacents qu'on appelle Costa Rincala, qui est très connu des pêcheurs espagnols. Si on continue sur les petites différences, ici vous avez une approche un peu plus géologique et structurale du canyon de Monterey. Alors, si vous pensez Californie et que vous pensez géologie, sûrement vous avez quelque chose qui vous vient à la tête, c'est la faille de San Andreas, faille très très connue, qui est une faille qui est dite transformante, c'est-à-dire que les plaques coulissent horizontalement l'une contre l'autre au niveau de cette faille. Donc c'est un mouvement qui est un glissement horizontal, qui est orienté à aller globalement nord-nord-ouest, sud-sud-est, d'accord. Et on voit que à proximité de la baie de Monterey, on retrouve ces failles-là qui ont à peu près la même orientation que la faille de San Andreas. Là. Toutes ces failles sont parallèles ou subparallèles.
Et ce qui est très particulier, c'est qu'on voit que le canyon de Monterey, il incise complètement, il arrive complètement perpendiculairement à ces failles-là. Il ne semble pas du tout influencé, ou très peu, par ces failles californiennes. Il n'y a qu'un seul canyon qui semble influencer directement, c'est le fameux canyon de Carmel dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vraiment, lui, s'écoule parallèlement à une de ces failles-là. Sinon, le canyon principal, lui, on le voit bien, il coupe ces failles géologiques quasiment perpendiculairement. Alors ça, c'est assez différent de la situation qu'on a, nous, dans le golfe de Gascogne, puisqu'en fait, on a, donc, vous connaissez tous, hein, ici les Pyrénées, bien sûr, et puis les monts Cantabriques, et notre canyon est ici. Et on voit très très bien que notre canyon, en fait, il fait un coup de là au droit de Santander, et puis après, il repart vers le large. Donc il est est-ouest, nord-sud, et puis à nouveau est-ouest. Ça, on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors, et puis très très souvent, en fait, au début, hein, quand j'imagine Hugo, il a commencé à entendre parler du gouffre, on lui parlait peut-être plutôt de faille ou de fosse plutôt que de canyon. Et donc là, on va essayer de démêler tout ça. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais donc globalement, les Pyrénées, c'est quoi, hein? C'est une chaîne de collision. Donc c'est une chaîne de montagnes, globalement, qui est due au fait que l'Espagne est venue percuter depuis le sud l'Europe. Hein, et puis ça, géologiquement, ça donne généralement ce genre de résultat. Alors regardez bien, on va pousser ici du sud vers le nord. Ça, c'était la situation qu'il y avait avant les Pyrénées, un petit bassin avec des sédiments dedans. Et puis au cours du temps, on a raccourci de 15 km, puis 50 km, puis à nouveau 30 km, puis à nouveau 15 km. Donc en fait, la poussée des Pyrénées, c'est un raccourcissement comme ça de 114 km. L'Espagne est remontée de 114 km. Et a bien sûr comprimé tout ce qui était là, les sédiments et puis même des morceaux de croûte continentale. Donc ça fait des grandes failles crustales que nous, géologues, on appelle des chevauchements. Et là, on voit très très bien que les Pyrénées, on a ce genre de rampe-là qu'on appelle un chevauchement, une qui est dirigée vers le nord et puis une qui est dirigée vers le sud, de part et d'autre des Pyrénées. Donc la coupe que je vous montre là, elle a été faite là, voilà, dans la partie ouest des Pyrénées. Si on regarde ce même genre de coupe un peu plus proche de nous, là, dans le golfe de Gascogne, au niveau du canyon de Cabreton, voilà ce que ça donne. Ça, c'est un travail d'un Espagnol, là, qui est M. Ferrer. On retrouve nos deux rampes, là, vous voyez, ces grands chevauchements. Un qui va vers le sud, là, qu'on retrouve ici sur ma carte. D'accord ? Et puis, un qui va vers le nord et qui nous intéresse et qui ressort, en fait, au niveau du golfe de Gascogne. Et il ne ressort pas n'importe où, parce qu'en fait, vous voyez, il est là, ce chevauchement. Et puis là, il est décalé vers le nord à la faveur d'une petite faille transformante, justement. Et puis on le retrouve ici. Donc ça, c'est le même genre de grande faille crustale. Et on voit très très bien que le canyon de Cabreton, il ne s'est pas installé n'importe où. Il s'est installé en lien, en fait, avec ce contrôle structural, ce contrôle profond. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que le canyon de Cabreton est une faille, c'est bien un canyon, mais il ne s'est pas installé n'importe où, il s'est installé, il a été influencé, il y avait une dépression naturelle due à ces chevauchements, et il s'est installé ici. Et donc ça arrive très très souvent, hein, que des objets géologiques soient contrôlés par des objets structuraux comme ça, des failles. Et donc là, si on regarde le canyon, en fait, il est ici, là, à l'avant, dans ce trou morphologique qui est associé justement à ce front de chevauchement. Donc voilà l'explication. Donc vous voyez deux canyons assez différents sur ce point-là. Un qui n'a rien à faire et recoupe toutes les structures perpendiculairement, et le nôtre ici qui est très influencé par la structure. Alors, ça, Hugo nous en a parlé également. Une des particularités du canyon de Cabreton, c'est que c'est un canyon qui est actif. Il faut savoir que quand on fait les études qu'on a pu faire sur des archives sédimentaires ou sur des mesures qui ont été notamment faites à Ifremer par des collègues, hein, dans le canyon de Cabreton, on montre qu'il y a à peu près une avalanche sous-marine majeure par an. Hein, si on regarde sur les derniers 2000 ans, il y en a une à peu près tous les ans, une avalanche sous-marine majeure dans ce canyon de Cabreton. Sauf que ce qui est étonnant, hein, ce qui a pu étonner tout le monde au début, c'est que le canyon de Cabreton, il n'est plus connecté à la Dour depuis que les Basques vous l'ont volé en 1578. D'accord ?
Et donc, comment est-ce qu'il fonctionne, ce canyon? Comment est-ce qu'il peut être alimenté en sédiments, puisqu'il n'y a plus directement les sédiments de l'Adour qui arrivent? Alors, en vrai, ils arrivent quand même un petit peu. Hein. Ils passent par la mer, ils font le tour, et ils y vont un petit peu quand même dans le canyon de Cabreton. Mais surtout, on a démontré depuis, il y a plusieurs études, hein, au moins 2 thésards, Mathieu Godin et puis Aleïs Mazière, qui ont démontré clairement qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la dérive littorale, c'est-à-dire avec la houle qui arrive perpendiculairement à la côte, là, en fait, ça va engendrer un courant littoral qui fait dériver les sédiments de la côte vers le sud petit à petit, wagon par wagon. Et ça dérive, ça dérive, ça dérive. Et en fait, quand ça arrive au niveau de Cabreton, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une partie de ce sédiment qui va alimenter le canyon en sédiment. Il y en a une partie qui passe à la côte, hein, ça vous le savez parce que vous avez installé un bypass là, qui permet de contrecarrer un petit peu l'effet de la digue de Cabreton. Et puis sûrement, ça va être les prochaines présentations, mais avec les travaux que vous faites avec l'Université de Bordeaux, on sait aussi qu'il y a sûrement maintenant une partie de ce sédiment qui rentre dans le lac d'Osgore. Alors, au niveau de Monterey, là, point commun, puisqu'il se passe exactement la même chose. Comme l'a dit Hugo, en fait, par moment, le canyon de Monterey, il a pu être alimenté directement par ces 2 rivières, là, la Sanilas River, la principale, mais aussi celle-ci, la Pararo River, qui est au nord. Mais en fait, actuellement, le canyon de Monterey, il est exactement comme le canyon de Cabreton. Il n'est pas connecté à une de ces rivières. Et puis, il communique juste pareil avec un espèce de lac en arrière, un marais qui est en arrière de la côte. Et donc, comment est-ce qu'il fonctionne ce canyon de Monterey actuellement? Exactement de la même façon. Il y a une dérive littorale qui, là aussi, vient globalement du nord. Pour la même raison, cette houle qui arrive un peu en travers par rapport à la côte, qui génère ce courant. Et exactement de la même façon, une partie du sédiment va alimenter le canyon et une autre partie va continuer son trajet le long de la côte. Donc, fonctionnement similaire. Maintenant, je vous propose d'aller voir la tête du canyon de Monterey. Et là aussi, on va voir beaucoup de similarités avec la tête du canyon de Cabreton. Donc, voilà la tête du canyon de Monterey, qui a la particularité d'être vraiment très, très proche de la localité de Moss Landing, là. On voit carrément que leurs digues, hein, globalement, elles sont à 50 mètres de la tête du canyon. Ça, c'est la tête du canyon de Cabreton. Donc, on voit qu'elle est un peu plus grande, elle est un peu plus large. Ici, ça fait à peu près 700 mètres. Ici, on a 1,2 km. Par contre, la pente dans le canyon de Monterey semble un peu plus forte parce que vous voyez, les profondeurs sont atteintes 130, 140 mètres assez rapidement. Il faut aller un peu plus loin dans le canyon de Cabreton pour avoir de telles profondeurs. Donc une pente un peu plus forte pour Monterey. Et puis ce qu'ont fait les Californiens et puis qui nous ont inspirés et qu'on a suivi dans cette méthode-là, moi ça va vraiment être là où on va toucher du doigt ce que je fais moi sur le canyon de Cabreton, c'est qu'ils se sont mis à faire ce qu'on appelle du time-lapse bathymétrique, c'est-à-dire à faire des levées bathymétriques tous les ans ou tous les 6 mois, et puis à regarder comment la tête du canyon bougeait dans le temps. Et on voit que ça bouge. Alors ça, c'était assez étonnant au début pour les géologues, parce que assez souvent, en fait, quand on s'imagine bêtement que, vu que c'est sous l'eau, il ne se passe pas grand-chose et que la morphologie, elle doit bouger à grande échelle de temps, mais pas si rapidement que ça. Surtout à ces profondeurs. Voilà, ça fait une vingtaine d'années que s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas et que les têtes de canyon sont des zones relativement profondes et côtières, mais très, très actives d'un point de vue évolution morphologique. Alors, nous, on va voir, une des choses que moi je fais à Cabreton, c'est justement ce genre d'approche en time-lapse bathymétrique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça, sur quelles données est-ce qu'on s'appuie? Donc là, je dois rendre, bien sûr, un grand merci à ce qu'on a un organisme, enfin 2 organismes qu'on appelle la Flotte océanographique française. C'est un ensemble d'outils, un ensemble de bateaux que les scientifiques ont à disposition. Bien sûr, tout ça passe par une procédure assez longue d'établissement de dossiers de demande, de jury, d'attribution de ces missions. Et puis l'Ifremer, en fait, qui gère ces bateaux. Et vous voyez, les bateaux en question portent les couleurs de l'Ifremer. Donc ils sont plus ou moins gros, le pourquoi pas, le plus gros, le Suroît qu'on adorait tous, mais qui est parti à la retraite. Et puis celui-ci, que Jean-François et moi, on affectionne particulièrement, la Thalia, qui est un des bateaux qui a peut-être le plus été utilisé sur le canyon de Cabreton et qui va lui aussi partir à la retraite. J'ai un collègue qui est dessus en ce moment-là, Bruno Desflandres, au large de la Gironde, et c'est probablement une de ses dernières missions à ce bateau-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait de la cartographie sous-marine avec des sonars ici, ce qu'on appelle un sonar multifaisceau.
On plonge aussi avec des ROV. Ici encore un outil de l'Ifremer qui est le H-ROV Ariane, avec des images de plongée que j'ai pu ramener là en 2018, que je vous avais présenté en exclusivité ici à Cap-Breton en 2019. On peut aussi poser des courantomètres sous-marins pour mesurer le passage de ces courants. On peut faire des carottes pour aller chercher des archives sédimentaires. Et puis un outil que moi j'utilise particulièrement, c'est de la sismique réflexion. Donc ça, on envoie des ondes acoustiques, on va faire une échographie du sous-sol. Donc ça nous permet de voir plus loin que le fond de la mer et en dessous notamment jusqu'à plusieurs milliers de mètres sous la mer. Donc ça, je vous montrerai un exemple de ces données. Alors, certaines données vont nous permettre de travailler plutôt sur l'activité actuelle du canyon, et puis d'autres, comme les carottes et la sismique, plutôt de pouvoir remonter le temps et expliquer des choses plus anciennes dans l'histoire de ces sédiments sous-marins. Alors, on va commencer par cette approche actuelle du canyon, et on va aller voir la partie amont. Donc voilà notamment ce que j'ai fait au cours des années qu'évoque Hugo, là, depuis les années 2000. Et notamment, on voit ici aussi des données qui datent d'avant, de 98, 2001. Ça, c'est les missions ITSAS qui ont été faites notamment par Pierre Sirac et puis aussi par Jean-François qui était à bord sur ces missions-là. Donc moi, j'ai refait d'autres missions, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018. Et ça nous permet de voir comment, au cours du temps, le canyon évolue dans cette partie amont. Donc là, il faut savoir qu'on travaille sur les 8 premiers kilomètres du canyon. Et ce qu'on voit, c'est que les bords du canyon lui-même ne changent pas trop. Ça, c'est rassurant. Par contre, le fond du canyon est en permanence remanié. Et puis, on a des petites choses qui bougent aussi. Par exemple, on a des petits canyons là, qui, on voit, reculent, sont incisés. C'est pareil ici. Et on a des choses un peu plus marquées, comme par exemple, à un moment donné, vous voyez, le creusement de cet énorme champ de ravine là, à proximité de la côte. Je vais revenir là-dessus. Donc là, en fait, après, nous, on fait des cartes, voilà, des différences. En rouge, les zones qui ont été érandées, en bleu et vert, les zones où les sédiments sont déposés. Et donc, vous voyez bien qu'on a quelques zones qui apparaissent clairement en érosion. Ici, ces petites canyons, mais ça, c'est loin de la côte. Mais il peut y avoir des zones un peu plus inquiétantes, comme celle-là, à proximité de la côte. Et donc, voilà, en fait, l'image de la tête de canyon qu'on avait en 98. Alors, la résolution était moins bonne, les outils étaient moins performants qu'aujourd'hui. Mais ce qu'on peut prendre comme repère, regardez bien un petit peu ce bloc rocheux là, qui va nous servir en fait de jauge de mesure. Ça, c'est 10 ans plus tard, 2010. Et si vous regardez bien le sédiment autour de notre bloc rocheux là, on voit très très bien qu'au cours du temps, la tête se remplit de sédiments. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc là, actuellement, la tête est en train de se remplir de sédiments. Il y a un autre fait marquant qu'on peut remarquer, c'est ça. C'est de la bathymétrie en 2001, je crois. Et en fait, 9 ans plus tard, ça a changé drastiquement, puisqu'il y a un énorme champ de ravines là, qui s'est créé dans ces 9 ans qu'on n'a malheureusement pas documenté. Alors depuis, ce qu'on voit, c'est que ce champ de ravines est lui aussi, vous regardez, en train de se remplir. Donc nous, ce à quoi on s'attend en tant que géologue, c'est qu'on a probablement quelque chose de cyclique et on s'attend à ce que en fait, cette ravine probablement se revidange à un moment donné pour à nouveau se remplir. Donc on a probablement des choses un peu cycliques comme ça là-dedans. Ce qui s'est passé probablement, alors, dans le cadre des investigations qui ont été faites pour la pose du câble RTE, vous savez qu'au départ, ils voulaient éventuellement tester la possibilité de passer sous la tête de canyon. Et malheureusement, l'endroit où ils voulaient ressortir, eh bien, ils ont mis en évidence ce même genre d'érosion, pile à l'endroit où ils voulaient faire ressortir le câble. Donc ça a un peu mis fin à l'histoire du câble qui passerait sous la tête. Alors on va y revenir à ça, parce que ça, moi, c'est quelque chose sur lequel je voudrais travailler. Alors très rapidement, je ne sais pas combien j'en suis là, combien de minutes il me reste, ça va, j'ai le temps. Vous vous rappelez cette histoire de sortie de fluide dans la tête aux alentours du canyon de Cap-Breton. Donc on avait surtout, jusque dans les années 2010, 2015, que des images de sortie de fluide très anciennes, dites fossiles. Et justement, à la faveur d'une de mes venues ici, à Cap-Breton, il y a les plongeurs de ce qu'on appelait à l'époque les aquanautes, mais désormais Cap Gouffre Exploration,
qui ont commencé à me parler de la découverte de quelque chose qui serait une forêt sous la mer. Alors ça nous a intrigués, moi et Jean-François. C'est vrai que les images qu'ils nous montraient, ça faisait passer à des troncs d'arbres couchés ou certains encore debout sous le fond de la mer. Mais bon, nous, en ayant un petit background quand même géologique, on avait déjà une petite idée de ce que ça pouvait être, ça. Et à ce moment-là, s'est mis en place plusieurs choses. Moi, notamment, j'ai fait une mission avec nos collègues biologistes de Anglet, une mission qui s'appelait Apogée pour habitat, pollution et géologie. Il y avait également aussi des chimistes d'Anglet qui intervenaient là-dedans. Des plongées avec cet outil-là, génial, qui était le ROV HROV. Et puis, il y a eu des plongées participatives, de sciences participatives du Club des Aquanautes, qui a été en plus mis en avant par un super reportage Thalassa à l'époque. Et ils nous ont ramené un super échantillon. Et puis moi, un an plus tard, après, en 2018, je suis allé faire ce qu'on appelle de la colonne d'eau, c'est-à-dire on est allé imager qu'est-ce qui pouvait se passer dans l'eau au-dessus de ces choses-là. Donc voilà ce que ça donne comme résultat, très rapidement. Ça, c'est les échantillons qui ont pu être ramenés et qui nous intéressent ici, qui ont pu être ramenés par le ROV. Donc des bouts de cailloux, a priori, mais on va voir qu'ils ne sont pas n'importe quoi. Et puis surtout, un échantillon Maus, là, à peu près gros comme un canon, que nous ont ramené les plongeurs, voilà, qui a une forme de colonne, là, et puis avec un trou au milieu de cette colonne. Alors ça, on a pu démontrer clairement que ce genre de forme-là, ça fait penser à une cheminée. Quand on en voit sous l'eau, ça c'est une image faite avec le ROV, ça fait, voilà, c'est debout quand c'est en place, ça peut être ramifié. Et ça c'est connu en fait, ça on va le voir, c'est ce qu'on appelle des sorties de fluide, des cheminées de sortie de fluide. Alors on en connaît ici dans l'ancien, ça c'est en Nouvelle-Zélande, ça c'est des images en Aragon, vous voyez ces tubes-là. Et très souvent, ces tubes-là sont mis en place à la faveur de sorties de méthane, de gaz. Et en fait, il se met en place une réaction, on va le voir. Alors nous, depuis, on a pu prouver que c'était a priori effectivement du méthane. Ça, c'est des approches un peu compliquées que je ne vais pas détailler, qu'on appelle de l'isotopie des carbonates. On regarde des atomes, là, de l'oxygène et puis du carbone. Et puis en fonction des relations que ça nous donne, ça peut être interprété de différentes façons. Par exemple, ici, on a des roches qui ne seraient pas des carbonates oxygènes, donc pas associées à des sorties de fluide. Mais toutes celles-ci, clairement, quasiment tous les échantillons qui ont été ramenés sont associés, a priori, ce qu'on appelle des MDAC, des Methane Derivative Oxygenic Carbonate, et qui sont associés à des sorties de méthane. Alors, comment ça fonctionne, ce truc ? Je vous ai fait un petit sketch très simple qui explique ça. Dans le sédiment, très souvent, on a des sédiments qui sont pleins de porosité et qui peuvent contenir des fluides, de l'eau, des hydrocarbures, des gaz, ce que vous voulez. Et très souvent, vu que si c'est des gaz, ils sont moins denses, puis en plus, il y a le sédiment qui tombe dessus, qui va venir les appuyer. En tout cas, ce gaz, il cherche à sortir, il se ferait un chemin dans le sédiment, et puis il finit par faire des petites bulles qui sortent sous le fond de la mer. Alors, c'est vraiment des petites bulles. Et ce qui se passe très souvent, c'est que ces gaz-là, notamment le méthane, il y a des tas de bactéries et puis d'archées qui vont l'utiliser comme une source d'énergie et qui vont, par leur métabolisme, en fait, faire précipiter du calcaire autour de ces sorties de fluide. Donc ça va faire une espèce de gang qui va venir envelopper cette sortie de fluide et faire une cheminée. Et ce qui s'est probablement passé dans notre cas, c'est qu'à l'arrêt du système, les cheminées ont été dégagées, certaines ont été cassées, et c'est ça qu'ont trouvé nos plongeurs. Donc en 2018, moi je suis allé voir si ces sorties de fluide étaient actives ou pas, et on a cherché des traces de bulles dans l'eau avec un sondeur. Et notamment, on est allé faire ça à la verticale peut-être de ces champs de roches que vous connaissez, qui sont les roches du Champ des Vaches, et les roches du Prat ici, qui sont à quelques kilomètres devant nous là. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est ça. Donc là, vous voyez, on est dans la colonne d'eau. Et ce qu'on voit très très bien, c'est que dans la colonne d'eau, des fois, on voit des colonnes verticales là, qui sont des panaches de bulles. Et donc, il y a actuellement des sorties de méthane actives. Ça, c'était une nouveauté au niveau du canyon de Cap-Breton. Donc, on en a mis en évidence un certain nombre. En voilà une belle encore, sur le bord du canyon. Là, j'aimerais bien envoyer Nicolas aller la voir, celle-là. Elle est un peu limite, elle est un peu profonde. On est à 110 mètres, donc je ne sais pas s'il pourra y aller. On verra. Il y en a plein d'autres. On verra si elles sont accessibles ou pas.
par la plongée. Voilà, tous les petits triangles que je vous ai mis, c'est ces sorties de fluide actif qu'on a pu mettre en évidence à proximité de Cap-Breton. Si on regarde un petit peu plus profondément avec cet outil, la sismique réflexion, ce que je vous avais présenté il y a quelques années ici aussi, c'est la découverte de ce que j'ai appelé le canyon d'Osgore. Donc là, si on regarde, ça c'est la grille sismique qu'on a fait, hein, à Cap-Breton est là, vous avez Vieux-Boucaux, vous voyez un peu la distance que ça fait. Et si on regarde ce profil-là, par exemple, ce qu'on a mis en évidence, c'est ça. Donc là, vous trouvez le canyon actuel, hein, tac, 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 ok, avec son incision. Ici, en rouge, je vous ai mis notamment ce qu'on peut appeler les carbonates autigènes, là, c'est-à-dire la présence de ces fameuses sorties de fluide. Et ce qu'on voit, c'est qu'en dessous, notamment la zone où on trouve ces sorties de fluide, on a une énorme incision dans le sédiment. Alors, tenez pas compte de ça, là, ça c'est un artefact, hein, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle un multiple, c'est la reproduction du signal en surface. Là. Donc, vous enlevez de votre cerveau cette ligne-là et puis celle-là, et ne gardez que la zone que j'ai mis en grisé. Un énorme paléocanyon qui est désormais bouché. Hein. Donc, a priori, il est assez ancien, il a peut-être plus de 20 millions d'années, ce canyon. On ne sait pas trop, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations pour le dater, il pourrait être beaucoup plus récent. Et donc, ce paléocanyon, si on le cartographie en utilisant toutes les données qu'on a dans la zone, voilà à peu près ce qu'on sait de lui aujourd'hui, pas grand-chose. On voit un peu, on sait où est-ce qu'il passe, on connaît ses bords. On voit très très bien que cette paléovallée, là, cette paléotête du canyon qu'on appelle la Vatevielle, est installée à la verticale de cet ancien canyon. Et nous, on aimerait bien en connaître un peu plus. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui de lui. Hein, je vous dis, c'est pas grand-chose. On peut imaginer que ce canyon, voilà, il a à peu près cette forme-là. Et voilà comment il s'inscrit dans le paysage actuel. Ce paléocanyon. Bon, ça c'est courant et pour le coup à Monterey c'est documenté aussi. Il y a tout un tas de paléocanyons comme ça autour du canyon de Monterey, surtout dans la partie amont de ces systèmes. Alors ça nous amène pas mal de questions, comme toujours en science, quand on répond aux questions, il y en a plein d'autres qui arrivent et j'ai fini. On aimerait connaître la géométrie de ce canyon, on aimerait connaître la relation qu'il y a entre les sorties de fluide et ces canyons, ou en tout cas les cicatrices de glissement. On aimerait connaître l'évolution de la partie haute du canyon de Cap-Breton depuis 2018. On n'a pas fait d'image depuis 2018 de cette partie-là du canyon. Et puis on aimerait également documenter ce glissement-là qui a priori s'est mis en place quelque part entre 2018 et 2019. On aimerait aujourd'hui aller voir à quoi ça ressemble. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai eu le privilège d'avoir une mission qui a été sélectionnée par le comité, qui va s'appeler GeoGouv, qui va se dérouler en 2026, où on va faire des mosaïques multifaisceaux, donc du sondeur et puis également de la sismique, les deux outils que je vous ai présentés. Et en plus, tout ça sur le nouveau bateau de l'Ifremer, qui est l'Anita Conti, qui vient juste d'être mis à l'eau. Il a été mis à l'eau il y a 3 mois. Ça, c'est à Vigo. Il est construit à Vigo, ce bateau. Et normalement, j'aurai l'honneur d'être un des premiers chefs de mission scientifique sur ce bateau-là l'an prochain, dans 1 an. Donc, ce que j'espère, c'est que quand je vais revenir dans 2 ans, j'aurai des choses à vous montrer complètement nouvelles. Voilà, je vous remercie.